d'ailleurs, on va continuer dans la loi de Tvilat Kelim, on a dit que tout ce qui rentre dans un four, on doit faire la bracha. C'est-à-dire tout ustensile, donc une plaque de four, une grille du four, une broche tournante, tout ça on a besoin de le tremper dans le mikvé avec bracha. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, hein, moi j'utilise toujours ce plateau avec un papier aluminium. D'accord? Tout le temps. J'ai besoin de le tremper d'un mieux ou pas? Non. Chirel? Vous êtes en plein dans les trucs. C'est trafic de cahiers. Dites-moi, ah, vous êtes trop cahiers depuis tout à l'heure? un truc, alors je suis en train de recopier. Ah bah ouais, non, c'est pour... ouais. J'aimerais pas recopier, juste parce que j'ai envie d'aller vite aujourd'hui pour qu'on puisse avancer. Naomi, on a besoin de tremper finalement le plateau du four sur lequel je mets toujours le papier aluminium. J'ai besoin de tremper ou pas? Pourquoi? On est sûr que je vais toujours mettre. Si tout le temps vous mettez le papier aluminium, vous êtes une fille très très maniaque comme ça, dès qu'il y a une goutte de truc, tu peux pas supporter la saleté. Il y a des femmes comme ça, ouais? Alors ça s'appelle des faits du logis. Du logis, pardon. Des fois, c'est des sorcières logis parce que dès qu'on va éternuer, elles vont dire tu m'as sali à la maison. Bref, c'est pas toujours facile à vivre. Mais en tout cas, il y a des femmes comme ça. Elles s'arrangeront avec leur mari. Si les maris heureux comme ça, pourquoi pas? En tout cas, mettez tout le temps le papier aluminium. Vous dites, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que ça touche pas directement. Donc l'aliment n'entre pas en contact directement Voilà, mais par contre, si on n'est pas sûr. avec la plaque. Donc on est tous d'accord? Vous êtes avec Naomi? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Quoi? Oui? On est tous d'accord? Même si quelqu'un l'utilise, comme c'est Je sais pas, pour éviter les risques, non? Il y a des choses que Ouais. j'ai une question. Bah, attendez, vous êtes tous d'accord avec Naomi? Qui n'est pas d'accord? Non, je sais pas, il y a pas. Non, mais c'est pas une Lisa de. Pas d'accord avec elle, hein. C'est autre chose, Naomi, elle est forte. Tout le monde est d'accord avec Naomi à vos tailles? Bon, alors vous êtes planté. Pourquoi? Ouais, on s'est trompé, pourquoi? Parce qu'on a les guides de Icar Itafel. Je crois que la semaine dernière, en plus, je l'ai dit. Ouais. Non. Icar Itafel, c'est quoi Icar Itafel? Icar Itafel, ça veut dire que tu as un ustensile. Un vital, c'est quoi le Icar? L'ustensile. Maintenant, tu mets dessus une couche d'aluminium. C'est minuscule, on est d'accord. C'est comme on avait. Vous vous rappelez, j'avais dit ça hein, dans la porcelaine. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur la porcelaine? Ouais, le vernis. Avec le vernis, normalement il est quitte, on doit le tremper parce que c'est du verre. On a dit que malgré tout, on le trempera juste les khumra. Pourquoi pas millénie? On a dit que finalement, c'est quoi le Icar, Naomi? C'est la porcelaine. C'est la porcelaine, et la porcelaine, elle est quitte. Le trempage. En soi-même, elle est quitte d'immersion. L'argile en soi-même, elle est quitte d'immersion. Simplement, comme on va mettre une couche minime de verre, alors on a dit que ce verre-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le statut de l'ustensile. Mais finalement, alors pourquoi on le trempe sans bracha? Parce qu'on considère que c'est tafel, que ça n'a pas d'importance. On le rajoute juste à titre pour rehausser la valeur, pour lui donner un coup brillant, pour le rendre plus agréable, mais rien, ça n'a pas changé le statut de l'ustensile. Donc l'ustensile, sans le verre, était déjà utilisable. C'est pour ça que, il dit Nikar Tafel, on le trempera seulement sans bracha. On n'aurait pas besoin de le tremper parce que le Nikar c'était de la porcelaine. Le Nikar c'était de l'argile. Oui, non, la semaine dernière, ça, c'était pas. La porcelaine. La porcelaine, je parle de la porcelaine. Maintenant, je reviens donc chez nous. Nous, selon ce clal-là, on va l'utiliser maintenant dans le sens inverse. C'est quoi le sens inverse, ta main? C'est quelque chose qui doit être trempé, on met quelque chose. Comment? La majorité, elle doit être J'ai trempée. pas compris. Mais l'aluminium, il est jetable. La Ça majorité, fera plusieurs fois que je t'arrive. Ouais. la majorité ça doit être trempé. La majorité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on doit tremper. C'est-à-dire La plaque. la plaque en fonte, en fer, Mais c'est en raté à tôle. lui. Tout ça. Non, je parle des plaques du four, les plaques du four, avec les grilles, les broches, tout ce qui rentre dans un four. Même si tu mets constamment un papier aluminium, constamment, on dit que malgré tout, le papier, il est battel. Le papier n'a pas de valeur par rapport à l'ustensile. Il est juste là pour les chamèches, pour servir l'ustensile, et il est juste là pour permettre à l'ustensile de ne pas se salir. Donc finalement, tout le but de la plaque de ce papier aluminium, c'est juste pour servir la plaque en elle-même et la laisser propre. C'est-à-dire que finalement, elle est annulée. On considère que c'est comme s'il n'y avait pas de papier aluminium. Donc même si tu mets tout le temps, même si tout le temps on met par-dessus cette papier aluminium, tout le temps, eh bien on considère qu'il faut tremper qu'il faut le tremper parce que le Icar c'est du fer, pardon, le fer, on est tenu de le tremper donc avec bracha. On devra le tremper avec bracha, comme ça il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, d'accord, qu'on ne considérera pas ça, le papier aluminium, et à plus forte raison le papier sulfurisé, comme une séparation avec l'aliment. C'est comme si l'aliment il touchait directement le plat. Pourquoi j'ai dit à plus forte raison le papier sulfurisé? Arrêtez de ricaner, je vous ai dit toujours en train de... Pourquoi on a besoin de... Pourquoi à plus forte raison papier sulfurisé? Qu'est-ce qu'il y a ce papier sulfurisé?
Hein? Il est blanc et transparent. Il est plus fin, voilà, il peut absorber. D'accord, il peut absorber. Des fois, j'ai entendu des rabbinim qui disaient ils ont le même statut, mais en réalité, c'est pas vrai parce que quand tu mets quelque chose d'humide, tu verras qu'avec le papier sulfurisé, il va plus se passer. D'abord, c'est fin, c'est comme du papier. Vous savez, des fois, quand tu veux faire du papier, du calque, voilà, tu veux faire du calque. Quel du calque? Ouais. Quand tu veux faire un dessin avec du calque et tu n'as pas le papier calque de Clairefontaine parce qu'il coûte 7 fois le prix de la feuille, d'accord, eh bien tu peux prendre le papier sulfurisé, ça marche très bien. Donc c'est extrêmement fin et c'est transparent. Donc là-bas, c'est à plus forte raison. Si le papier aluminium, on ne considère pas comme une séparation, à plus forte raison, le papier sulfurisé ne sera pas considéré comme étant une séparation. Qu'est-ce qui se passe dans votre ici? Maintenant, il y a une véritable séparation. Par exemple, l'emballage d'origine. Donc le sucre en Israël, c'est du sucre en poudre. Sucre en poudre, maintenant tu mets dans un bocal en verre ou en fer de Ikea. Tu as besoin de tremper ou pas ce bocal? Non. Pourquoi non? Mamie. Il y a la différence entre ça et le poulet dans le four que vous mettez sur la plaque avec le papier aluminium. Quelle est la différence entre le sucre dans l'emballage et le papier et le four? Parce qu'on va pas le réutiliser. On va pas réutiliser qui? Le bocal. Si. Ah si. C'est un bocal en verre et vous mettez le sucre dedans. Vous voyez, des fois, quand on le verse pas, vous avez vu ce que je veux dire ou pas? Tu laisses dans l'emballage et juste tu ouvres le haut. Parce que sans le bocal, Le quart, c'est le sucre. on peut avoir, ça peut tenir alors que les papiers aluminium sans les plaques, ça existe pas. Ah, C'est un outil de conservation. Hein? Un outil de conservation. Il a fait. Le Khilou qui a bien nous été, il a fait, donc il a dit répétez la semaine, il a répété un ami. Et là, elle n'a pas entendu non, parce que j'ai répété. Je veux dire parce que le sucre, on peut s'en utiliser parce qu'il y a déjà le papier. Alors que les plaques, sans les plaques, et que l'aluminium, on peut pas cuire. Jamais on pourra utiliser une papier aluminium sans plaque. D'accord? C'est impossible. Jamais on va mettre directement un papier aluminium après on va le manger dedans, c'est pas possible. Est-ce que le sucre avec le papier, avec l'emballage en papier, on aurait pu servir dedans, on aurait pu en faire un ustensile en soi-même. Mais avec le papier aluminium, on ne peut pas faire un ustensile. Vous avez compris pourquoi là c'est batel, c'est pas batel? Pourquoi là c'est tafel et là c'est pas tafel? Comment on dit tafel? C'est minime, c'est minoritaire, c'est infime, c'est un superflu. Minoritaire, accessoire. Ah, minoritaire, accessoire. Elle s'est trompée pour le pied. Donc effectivement, à hôtel. Vous vous rendez compte, pendant une semaine tous les cours, les gens qui le regardaient, ils auraient. C'est pas sympa. D'accord, tout ça, voilà, c'était facile à faire. En tout cas, on va dire à Botaï qu'à partir du moment où tu as un papier, tu as l'emballage d'origine, d'accord, en sac plastique, et là, on serait totalement quitte d'immersion. Où on voit ça quand on va chez le dentiste. On va chez le dentiste, qu'est-ce qui se passe? Il a envie d'entretenir des relations avec ses clients, qu'est-ce qu'il fait? Il lui offre Il offre aux enfants. Un dentier. C'est pas une bonne relation. Il offre à son client quoi? des bonbons. Quel bonbon? Sans sucre. Non, avec sucre, au contraire. Il veut vous rattirer, il vous met le gras peintu comme ça, plat, tu reviens d'un moment à un autre. Il donne des bonbons avec plein de sucre. Et en général, on les met dans un bocal En verre. transparent pour que tu le vois. Comme ça, l'enfant, il va pleurer. Et pour le récompenser, pour le consoler, on va lui donner ça. Finalement, là, c'est un cercle. C'est comme ça dans la vie. Comme c'est très souvent comme ça dans la vie. Les terrains, il te laisse quelque chose. Après, il te dit reviens, n'oublie pas de revenir. Juste reviens. Il veut goûter quelque chose, il veut juste que tu reviennes. Comme ça, après, tu t'habitues à mettre toujours le pas. C'est comme le fil. Elle considère les terrains comme quoi? Comme le fil d'une araignée. Vous avez dit ça pendant vous vous rappelez? Le fil de l'araignée. Si je te mets des menottes avec un fil d'araignée, tu souffles dessus, c'est fini. Tu n'as même pas besoin de faire aucun effort. Et quand cette araignée vient une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, à la fin, ça devient aussi épais que. D'accord. Est-ce qu'on a dit quel corps? L'attelage des bœufs. La Mara dit que les terrasses, ça ressemble à un fil d'araignée, qu'on peut très facilement s'en débarrasser, mais à force de répéter, de t'habituer, tu fais une action. Tu sais que c'est dangereux, mais tu le fais quand même, 1 fois, 2 fois. Alors tu vas pas tomber. Mais à la fin, ça devient une partie intégrante de toi, parce que ça devient aussi large que la corde de bœuf. C'est-à-dire, il n'y a pas de plus grand, de corde plus solide que l'attelage d'un bœuf. On est bien d'accord? Ouais, Ben, ça, dans un bocal, on met des bonbons emballés. Alors, est-ce qu'on doit tremper le bocal ou pas? c'est ça ce que je suis en train de dire. Oui, mais c'est ça, j'ai pas compris la question. Alors, Je sais la pas réponse, si elle est là. depuis que vous avez parlé du sucre, je sais pas, j'ai pas tout compris. Je reviens, non, c'est de ma faute, je suis parti avec l'araignée. D'accord, l'araignée, les bœufs, d'accord, donc on revient. On l'a dit comme ça. Quand c'est extrêmement fin, comme a dit Théila, et que ça n'a pas de qui ou en soi-même, ça ne peut pas exister tel quel, un ustensile en aluminium, en papier aluminium, ça n'existe pas. Tandis que un paquet de sucre dans le
dans l'emballage d'origine en papier, c'est oui utilisable, tel quel, simplement. Toi, tu veux que ce soit plus agréable, plus esthétique, tu le mets dans un beau bocal. On est d'accord? Donc là, ça aurait pu tenir. Donc maintenant, quand tu le mets dans le verre ou dans le fer, ça devient un Icar. Pardon, ça devient Icar et Icar. Donc les deux, ils sont Icar. Donc tu n'as pas besoin de tremper le verre parce qu'il n'est pas en contact avec l'aliment. Ah, tu veux dire, des fois, quand tu te sers, il y a des grains. Ça coule, il y a un petit peu de graines et de grains dessus comme ça qui truc. Donc oui, souvent à la fin d'un bocal, quand tu arrives à la fin, tu viens le nettoyer, tu vois qu'il y a oui du sucre. On a dit que le Icar, selon les saisons majoritaires, c'est dans le sac. D'accord, à moins que chaque fois que tu te plantes, là ils prennent leur sucre, ils mettent et hop là tout tombe à côté, rien dans le verre. Voilà, si t'es tout le temps comme ça, effectivement là le Icar ça devient l'ustensile et plus l'emballage. Mais sinon, eh bien en général, on considère comme étant Icar et Icar, donc on ne considère plus maintenant le verre et il n'y a pas besoin de le tremper. Donc c'est la même chose chez le médecin, quand tu vas chez le médecin et qu'il t'offre les bonbons avec leur emballage, et acidulé comme ça, il te le met dans l'emballage et toi tu le manges. Alors, tu vas dire, ben, ce vase, il devient un ustensile de consommation, de présentation. On te dit non, parce qu'il est toujours emballé. C'est clair, votre taille? Oui. Donc, l'aliment n'aura pas toujours tout de suite en contact avec l'ustensile. J'ai une question par C'est la même chose pour en Israël, c'est le lait. Tout de suite. Le lait, on le met dans un bocal, dans une pichette, on appelle ça, n'est-ce pas? Oui ou non? Ouais. Alors, maintenant, tu le mets dedans, tu as besoin de le tremper. S'il est en verre ou en fer, tu as besoin de le tremper ou pas? Pourquoi non? Il n'y a pas le lait On n'est directement. jamais en contact. Et pourtant, des fois il y a des dépôts là-bas de lait, c'est pas une très bonne odeur, c'est sale et tout ça. Malgré tout, c'est pas utilisation courante. Juste, vous savez, vous avez dit les plaques qu'on met dans le four, il faut les tremper. Avec bracha. Mais, avec bracha. Mais, bon, ok, peut-être j'ai mal entendu, mais j'avais toujours entendu que quand c'est un ustensile qui touche avec le feu et avec des grandes températures, alors t'as pas besoin de le tremper. Bah, donc une marmite, t'as pas besoin de tremper sur le four? Non, Sur le les truc, grandes températures. qu'il est dans le four, c'est ça l'utilisation, il est dans le feu. Et la Enfin, marmite, c'est toujours dans le feu, c'est toujours 100 degrés, marmite, 80 degrés minimum pour que ça chauffe. Pour que ça... La viande, vous voyez comment c'est dur, pour que ça cuise, au moins 80 degrés, c'est à l'intérieur. Toujours haute température. Non, au contraire. Une chose comme on a dit, quand la chair va au baèche, vous vous rappelez ce qu'on a dit le pasouk? Quand la chair va au baèche, d'accord? Qu'est-ce que c'est le pasouk? Quand la chair va au baèche, t'es à au baèche, non? T'as vu au baèche. Quand la chair va au baèche, t'as vu au baèche. Donc de là, la Gemara dit c'est quoi que la chair t'as vu au baèche? De là, on considère que tout ce qui est considéré comme un ustensile de consommation devra être trempé au bébé. C'est clair? Mais donc les boîtes, on met dedans du sucre, des bonbons, tout ça, il n'y a pas besoin de... On n'a pas besoin de tout ça de les tremper. Pourquoi? Parce que... Pourquoi il n'y a pas besoin de tremper à bataille? C'est pas contact Non, c'est en exactement. contact, non? Ça, je vais dire. Donc, dans quel cas? Donc on a dit, s'il y a l'emballage d'origine ou s'il y a un sac plastique par exemple qui sépare, on n'a pas du tout besoin de le tremper. Donc une boîte à bonbons, une boîte à sucre, une boîte pour les sacs de thé. Vous connaissez les belles boîtes comme ça? Allez, tu mets dedans les sacs de thé. Vous avez vu avec des bouts comme ça? Vous avez vu des grandes boîtes. Bon, en général c'est en bois, donc il n'y a pas de problème. Mais si tu en as mis en verre comme ça ou en fer, eh bien, hein, tu n'auras pas besoin de le tremper parce qu'il y a toujours l'emballage qui va faire guise de séparation. On a dit à Botaï, à partir du moment donc on a un plateau, qu'est-ce qui se passe? Là, quand vous amenez un plateau, vous avez des invités à la maison, et vous mettez sur un plateau, vous mettez des verres, des boissons, des choses comme ça. On a besoin de le tremper ce plateau, bah, il est en verre. Il n'y a pas de contact, il y a Il n'y a pas besoin de le tremper. Mais quand on met les gâteaux directement dedans, Elle a trempé. avec bracha ou sans bracha? Avec bracha. Ok, les ouvre-boîtes, les ouvre-bouteilles, on a besoin de les tremper? Oui. Non. Les ouvre-boîtes, Non, pas du tout. c'est un ouvre-boîte. Ah, Pourquoi? si, bien sûr. Pourquoi? Bah, ici, ça rentre toujours en contact avec Aliment. l'huile de... Le thon, elle là pour la trempe. Non mais, le thon, Il faut la toucher est-ce que ça touche à chaque fois l'aliment ou le thon? Oui ou non? Tout le temps. Vous êtes à Tunisienne, mais on est au Tunisien dans votre quand le Shabbat après-midi, vous faites ça s'appelle ce plat là. On la boîte, après on lève. Il y a de la tchouka, il y a du thon et il y a des œufs comme ça. Comment ça s'appelle ce plat? Il y a un nom spécial. C'est là où t'as pas le. Comment ça s'appelle ce plat? Justement, ça va venir. C'est pas un plat comme ça du Shabbat? Si, c'est la tchouka avec l'œuf qui est coulant comme ça là. Ouais. Ah, Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. bon, en tout cas, d'accord. Donc, chaque fois que tu ouvres avec ton. Chaque fois qu'on ouvre une boîte de thon, on est bien d'accord que constamment, la lame de l'ouvre-boîte qui rentre, il touche l'aliment, il touche l'huile. L'huile aussi, on la mange. Enfin, les Tunisiens. Mais je veux dire, ça se mange, c'est consommable. D'accord ou pas?
tremper si la boîte n'est pas Bah, c'est celle que je vous pose comme question. Non, la boîte elle n'est pas trempée parce que c'est pas un ustensile de consommation, c'est un ustensile de vente. Mais là, l'huile, au moment où vous l'ouvrez, vous la mangez. Parce que c'est pas l'utilisation, c'est pas notre intention. C'est pas un truc de consommation. Ouais, vous avez raison, mais ça rentre en contact constamment avec un aliment consommable. C'est pas l'intention, c'est pas l'intention qui coûte. On cherche juste à ouvrir une boîte. C'est pas mal, ça c'est dans l'huile de. Mais c'est pas du tout. Par exemple, le tapis rouge. Notre intention, c'est juste de toucher Oui, mais on va pas selon l'intention, on va selon l'acte. Est-ce que constamment, je vous pose la question, est-ce que constamment l'ouvre-boîte rentre en contact avec l'huile de l'huile Tout le temps. Donc a priori. Il faut toujours mais non, il y a ça. C'est là que vous avez compris. Commencez à comprendre quand vous dites 7 mois, c'est bien. Mais en fait, faut pas être Ça trompé avance, parce que c'est l'espoir. Donc effectivement, en bouteille. On n'a jamais besoin de tremper ni un ouvre-boîte ni un ouvre-bouteille. Ah, pourtant ça rentre en contact. Ça n'a pas d'instinct. Comme on dit, d'abord, tu vois, c'est pas un essentiel de consommation. Et puis finalement, tu ouvres d'autres trucs à part les boîtes de thon. Enfin, pas à Tunis, mais sinon dans d'autres pays. On ouvre d'autres trucs à part les boîtes de thon. Donc je sais pas, tu ouvres une boîte de sauce tomate, une boîte de tomates pelées, ainsi de suite, tout ça. Ça rentre pas toujours en contact avec l'aliment. C'est pas fait pour ça en tout cas, même si ça arrive. Mais c'est l'extrémité de la lame, d'accord, avec laquelle tu l'ouvres. Tu manges jamais avec ça. Donc quoi qu'il arrive, c'est jamais considéré comme un ustensile de consommation. Donc on n'aura pas besoin du tout de le tremper parce que ça ne rentre pas en contact direct avec l'aliment. Et même si ça arrive de temps à autre, il n'y a jamais de problème. Qu'est-ce qui se passe dans vos tailles pour un casse-noix? Un casse-noix, qu'est-ce qu'on fait avec le casse-noix? On ouvre les noix. Comment tu ouvres les noix? En retirant l'écorce. Donc l'écorce, elle est consommable ou pas? Bien entendu que non. Donc, a priori, un casse-noix, on n'a pas besoin de le tremper. Ça ressemble exactement. On va rappeler ce qu'on a dit sur le Chazonish. On considère la coque de la noix comme étant la boîte de conserve. D'accord ou pas? Dans les préférettes, on voit ça, mais c'est la même chose. Donc tu as une coquille qui est inconsommable et tu as l'intérieur, l'aliment qui est consommable. À ce moment-là, on te dit quoi? Comme ça rentre en contact avec l'aliment, pardon, ça ne rentre jamais en contact avec l'aliment, tu n'as pas besoin de le tremper. Donc un casse-noix, de la même manière qu'un ouvre-boîte, tu n'as pas besoin de le tremper, il y en a même pour un casse-noix. On est d'accord avec ça? Il y a une correspondance directe. C'est la même chose le casse-noix pour tout le monde. Oui, tout le monde est d'accord? On est d'accord que c'est la même chose? Viens le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit comme ça, il dit écoute, si maintenant, quand tu amènes des invités, tu veux les honorer, tu mets un plat de noix entier comme ça, entière, comme la pyramide là, de Ferrero Rocher, vous savez, ils font très belles photos comme ça, donc tu vois maintenant ça, et tu amènes ça à table. Il dit à ce moment-là, pourquoi je ne les ai pas ouverts dans la cuisine? C'est une galère, tu sais, d'ouvrir un casse-noix, des fois tu fais tellement fort que même la noix elle est brisée en 1000 morceaux, ça tombe de partout, la femme dit j'arrive pas, les enfants ils se... Il faut pas qu'à le faire dans la cuisine, la meilleure des noix déjà. Écossais. Écossais. Écossais? J'allais dire des noyautés, mais bon, de s'en servir. Donc effectivement, donc écossais, d'accord, s'il vous plaît. Donc tu l'amènes dans la table. Pourquoi tu l'amènes comme ça? Il dit parce que tu veux honorer plus ton invité. Ça plus un tribune. Tu vas plus honorer ton invité. Ça vous allez voir avec mon frère dans les lois de Borer et Shabbat. Borer, tu n'as le droit de divorce, tu as le droit de trier que ce qui est nécessaire pour le repas. Bien le Ben Mishra, il te dit, pour t'honorer, je ne vais pas t'offrir juste un tout petit plat comme ça, genre je suis dire, ça suffit pour manger. C'est pas beau, c'est mesquin. Tu vas lui donner plus. Ah, tu lui donnes plus. Tu as ouvert les sourds Borer de Horaïta. Tu lui donnes plus que ce qu'il a besoin. On a dit que c'est que le Yatar qui est permis. Il y a 3 conditions pour que ce soit moutarde de Horaïta. Une des 3 conditions, il faut les 3 conditions cumulables. C'est que ce soit immédiatement, mais là tu vas pas le manger. Il y en aura trop dans son plat, bien tu vas l'aider, bien tu le remets dans le frigidaire, en tout cas tu ne mangeras pas tout de suite. Donc quoi qu'il en soit, je suis dans un certain temps, il te dit non, quand tu fais ça pour honorer ton hôte, ton invité, alors le fait de l'honorer c'est considéré comme étant une utilisation de consommation. Même si tu ne le consommes pas réellement, le fait de le mettre sur la table, dans le plat, dans le plateau, tu viens honorer ton invité de cette manière, eh bien tu viens le mettre en valeur. Ça c'est considéré comme étant un ustensile de consommation. Alors, c'est la même chose chez nous. Bien le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit quand tu amènes maintenant la noix entière avec la coquille et tu mets tout ça sur le même plateau, il dit à ce moment-là, eh bien on considère déjà que la coquille, c'est déjà un aliment, même si tu ne la manges pas la coquille. Chirel. On ne va pas la manger la coquille, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le fait de l'amener à table, vous vous rappelez ce qu'on a dit pour le thermos? Ouais, ça donne maintenant le statut de. Ça lui confère avec d'accord, donc ça lui confère le statut d'un ustensile de consommation. Le fait de l'amener à table, c'est plus la même chose. Donc viens le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un grand chidouche, ou non? Il te dit que le casse-noix, à partir du moment où tu as l'habitude dans ta maison d'amener des noix entières à table, eh bien, il te faudra le tremper avec bracha. Mais si j'ai pas l'habitude.
Non, pas habitude, non, c'est comme un ouvre-boîte. Un ouvre-bouteille, il n'y a pas besoin de tremper. Du tout. Mais, selon Rav Shimon ben Yochai, tu trempes avec bracha Naomi. Pourquoi? Avec bracha. Pourquoi Naomi? Pourquoi on trempe avec bracha finalement, le casse-noix? Pourquoi on a besoin de tremper avec bracha? Parce que ça va toucher le... Non, ça touche pas. Ça touche que la coquille, c'est pas consommable la coquille. Parce qu'on la met à la table. Non, j'ai compris, je sais que ça a été aussi. Parce comme on le dépose à table, on dépose la noix avec la coquille. Donc ça devient maintenant partie intégrante de l'aliment. On va honorer notre invité avec cette coquille. Mais il va pas la manger la coquille, mais le fait que tu le mettes entièrement, ça lui donne maintenant bien, un nouveau statut, ça lui donne maintenant un honneur que tu viens mettre en valeur bien ton ustensile. Alors il est vrai que les autres poskim ne sont pas d'accord avec ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu trempes un autre ustensile et à l'intérieur, au moment où tu as fait la bracha sur un autre ustensile, sur une sellière par exemple, je ne sais quoi, alors tu trempes et tu fais la bracha sur l'autre et tu le rends tranquille. Une personne qui se convertit, a-t-elle besoin de tremper ses ustensiles? Je veux dire, quel est le rapport? Il était goy, tous ses ustensiles étaient goy, étaient taref. Ah d'accord, il les a cachérisés, mais c'est là, il les a cachérisés sur le feu, kibolo. De la manière dont tu vas l'utiliser, tu vas aussi le cachériser, parfait. Mais maintenant, l'immersion dans l'ustensile, il y a besoin de le. Mais voilà, maintenant, tu veux comme ça, elle se fait mal. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Encore un peu. Pas trop non plus. Voilà, mettez-vous à réfléchir. Ah, magnifique, parfait. Donc qu'est-ce qui se passe? La question est comme ça. C'est quoi la question? Un prosélyte, un converti, a-t-il besoin de tremper ses ustensiles? Tu dis a priori, Ah oui, parce qu'il les a c'est rien à voir. Donc on va dire, Botaï, qu'est-ce qui se passe? Quand un converti, a-t-il besoin de tremper ses ustensiles? Tu vas dire, bah ça n'a rien à voir. C'était un goy, tous ses ustensiles étaient à rêve, donc on les a cachérisés par le feu. Magnifique, mais non, trempe ses ustensiles. C'était des ustensiles qui appartenaient à un goy, qui sont maintenant dans la possession d'un juif, donc nécessairement. C'est comme si toi tu étais parti au magasin, tu étais parti chez un artisan, et tu avais acheté un ustensile qui a été fabriqué par un goy, qui appartenait à un goy. D'accord? Donc on aurait dit normalement, clairement, le tremper. Mais là, il va tremper. Ah, regardez ce que dit le Avnei Nezer, l'amour de Sochotchor, le Shem Shmuel. Vous connaissez le Shem Shmuel? Shem Shmuel, beaucoup de d'ivrei Torah, du Rav Citruc, des Chronevra, c'était très profond et très. Il le disait pour le grand public, mais ça provenait. C'était extrêmement profond la manière dont il se transmettait. C'était basé sur ça. Le Shem Shmuel, c'est magnifique. Shem Shmuel, c'est sur la paracha de la semaine, Al-Pi Chassidut. En plus, c'est un très grand posek halacha. Il a écrit un livre qui s'appelle Igletal. Et il dit un chidouche dans le livre de la paracha de la semaine, donc sur la Chassidut, d'accord, sur la paracha, il vient nous dire une halacha. Il s'est dit comme ça. Il dit, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand un non-juif se trempe au migvé, le Shem Mishmuel, d'accord, l'amour de Sochotchov, on l'appelle. Eh bien, il te dit, quand tu vas tremper le gars, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir Juif. Il devient un juif. Au moment où il se trempe dans le migvé, à Vital, qu'est-ce qui se passe? Il devient juif. C'est-à-dire à ce moment-là, tous ces ustensiles, ils vont recevoir la même tahara, la même pureté que lui-même, que son propre corps. On va conférer la bdoucha, la sainteté du Ham Israël qui va recevoir sur lui à tous ces ustensiles, à toute sa maison. C'est-à-dire que selon le strict loi, il n'y a pas besoin de tremper aucun ustensile. À partir du moment où un goy s'est converti et qu'il devient donc juif, à ce moment-là, tous ces ustensiles deviendront immédiatement kshérim. C'est comme s'il les avait trempés au milieu. Pourquoi? Parce que la bdoucha qui reçoit sur lui, il va la transmettre à tous ces appareils, tous ces ustensiles. Après, nous, on doit tremper nos ustensiles. Ouais, exactement. Parce que nous on est Gdoshim tout le temps. Nous on est Gdoshim. Donc dès qu'on sort du goy et qu'on rentre dans notre domaine, à ce moment-là, le fait de rentrer dans le domaine d'un juif, pour qu'il rentre dans mon domaine, j'ai besoin de le tremper. De la même manière que moi, que vous êtes Gdosha, alors votre ustensile aussi doit devenir Gdoshim. Mais un goy, quand lui-même se trempe lui-même du Kadosh et tout ce qu'il a avec, c'est un peu magique. Mais finalement, attends, tout le monde. Un goy, il était à la mer, il a mis sa tête dans le truc, il dit je vais devenir juif. Il a mis sa tête et il sort, il devient juif. C'est magique, non? C'est mystique, ça n'est pas son contrôlement. De la même manière qu'il reçoit une nouvelle Neshama et qu'il devient juif à ce moment-là, après il fait la Brit Mila, ou Kabbalat Mitzot, à ce moment-là, même ces ustensiles reçoivent la pureté du Ham Israël. Deuxième raison pour laquelle on n'a pas besoin de tremper un ustensile d'un converti, c'est que les ustensiles d'un converti, ils vont avoir le digne, ils vont avoir le statut de ustensiles qui sont FKR. C'est quoi FKR? Je vais à côté de la poubelle et je trouve quelque chose. D'accord? C'est FKR, n'importe qui peut le prendre. Qu'est-ce qui se passe si maintenant à côté de la poubelle, je lui dis, ça je trouve un beau
on dit un beau barbecue, et on est en plein, je sais pas, on est en plein, vous allez voir la bord-mer, ici il y a des feux de partout, tout le monde fait des allèges, tout le monde fait des barbecues, c'est magnifique. Donc tu te mets à côté de la poêle, maintenant tu commences à tremper l'ustensile. Pardon, tu commences à faire ton barbecue. Donc ici, dans un endroit qui est FKR. Je dis, la halakha, t'as pas besoin de tremper. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti du domaine du goy à qui il appartenait précédemment, il est rentré dans ton domaine à toi. Il est jamais sorti. Il est FKR, il appartient à n'importe qui. Donc il n'y a pas d'appartenance. Quand est-ce que tu as besoin de tremper un ustensile? Quand il sort du domaine du non-juif et qu'il rentre dans le domaine du juif. À ce moment-là, ça va être le passage de la propriété du goy à la propriété du juif qui va devoir nous rendre l'obligation de tremper l'ustensile. Mais quand il reste dans le domaine du goy, d'accord? Quand ça reste FKR, il n'est pas rentré dans mon domaine. Je l'utilise, c'est vrai, mais j'en fais pas acquisition. Je l'utilise en tant que FKR. FKR, c'est un objet abandonné. Quel rapport? C'est pas abandonné, ça appartient au mec. Non, je l'ai dit, il était à côté de la poubelle, et là-bas sur place, vous faites un barbecue. Mais c'était pas à côté de la poubelle. Non, dans le cas où il est. Je répète, vous marchez à côté de la poubelle et vous voyez là-bas, très souvent, il y a des ustensiles abandonnés. Des frigidaires, des machins, en général, ne marchent pas. Mais là, tu arrives et tu vois un bon barbecue. Tu le cachérises, c'est facile de cachériser un barbecue. Tu mets le feu, tu le fais flamber, donc c'est parfait, donc il est cachérisé. Maintenant, tu dis, ok, je vais faire maintenant lèche. Ah, t'as besoin de tremper au mikvé? On te dit non, t'as pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est FKR. À quel moment tu as besoin de tremper au mikvé? Quand tu le fais rentrer dans ton domaine à toi, dans ton appartenance. Mais quand il reste encore FKR, toi après, t'as pas l'intention par cette utilisation d'en faire l'acquisition. T'as l'intention de le laisser FKR. Et là, t'as l'intention de le laisser abandonner. Tu veux pas en faire l'acquisition. Mais bien si on en On veut pas, je l'utilise une fois. Non, quelqu'un il l'a abandonné. Non, mais pas ça, pas un truc. Ah, attendez, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le cas de la poubelle? Oui. Oui, vous êtes tous d'accord? Non, oui, vous êtes d'accord avec ça, c'est bizarre, non? Ça appartenait à un gars et là, vous l'utilisez. Mais non, c'est pas bizarre parce qu'il est FKR, voilà. Voilà, comme il est FKR, comme c'est considéré comme un objet abandonné, les Chachamim n'ont pas instauré l'obligation de le tremper. Quand est-ce que tu le trempes? Quand ça sort du domaine du goy et que ça rentre dans le domaine du juif. Mais quand ça arrête FKR, d'accord, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni pile ni face. Tu les jettes la pièce et elle tombe. On dit shmata. Elle tombe sur le côté. La tranche là, sur le. Elle tombe sur ça. À ce moment-là, tu dis bah c'est ni l'une ni l'autre, bah, c'est la même chose. Là, c'est ni dans le domaine du goy, ni dans le domaine du juif. Ça reste FKR. Quand c'est abandonné, t'as pas besoin de le tremper. Comment? Pourquoi c'est abandonné si c'est un mec qui est en guerre? Attendez, d'abord pour la poubelle, on est tous d'accord ou pas? Avant qu'on arrive à abandonner. Une question sur ça. Si c'est c'est abandonné. abandonné, alors du coup quand on l'acquiert, même si on l'acquiert pour toujours, c'est comme ça venait pas du goy, ça venait d'abandonner. Même si avant c'était au goy, ensuite c'est devenu abandonné et ensuite au juif, du coup il n'y a pas besoin non plus de mikvé, même si ça lui appartient complètement. Non, tant que ça rentre dans notre propriété, d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de le tremper. Mais quand vous le laissez encore abandonné, alors on n'a pas besoin de le tremper. Comme ça, vous avez raison, c'est un petit peu spécial parce que c'est quand même un ustensile de consommation. Mais c'est seulement quand ça sort du domaine du goy que ça rentre dans le domaine du juif. C'est seulement à ce moment-là qu'on a besoin de le tremper. Est-ce que ça rentre dans le même cas quand par exemple on va dans les parcs et il y a des barbecues comme ça libres? On peut prendre, c'est considéré comme FKR? Ça là-bas, ils sont fixés en fait. La montagne et tout, Le problème qu'on a, c'est que c'est taref tout le temps là-bas. Même en Israël, même quand je vais dans les quartiers. Même quand je vais ici dans les quartiers religieux et tout ça. Voilà, non pas ici. Il y a des jardins comme ça, à Ben Saker par exemple, là, t'as plein de barbecues, trucs. On va savoir qui l'a utilisé. Des fois il peut y avoir des goïms, des fois il y avoir des arabes, des fois même des juifs qui. Ou bien même c'est pas là. Quoi qu'il arrive, on mange jamais dedans. Tu le cachérises vraiment, tu fais une vraie cachérison, tu amènes tes propres grilles. Et déjà dis merci, que je te dis sur ce truc, tu peux mettre ta grille à toi. Déjà dis merci parce que si ça aurait été vraiment ta rêve, en Rosala, même ça on peut pas le faire. Oui, non. Moi j'ai une question par rapport au converti là. Oui, on est en plein dedans. Non, pas par rapport au FKR. Ah, pardon. Le truc juste Le premier raison. La première raison. Pourquoi nous aussi, enfin les impossibles vont mikvé, pourquoi j'ai pas. Enfin, les goûts. Parce qu'un goy, il était tamé. Il n'y avait pas de Gdoucha du Ham Israël. En se trempant, il va acquérir la Gdoucha du Ham Israël. La Gdoucha est tellement grande que tout, ça va s'instaurer sur tout ce qui lui appartient, pas que sur lui. Donc tout ce qu'il a à la maison, ça devient maintenant Kadosh. C'est particulier, hein. Nous, comme on est toujours Gdoshim, alors quand ça rentre dans notre domaine, il faut d'abord, il y a une limite. Il faut passer la porte, on va dire. Il faut passer une frontière. La frontière, c'est de le tremper au mikvé. Une fois de plus, c'est un petit peu, j'allais dire mystique, mais voilà, ça fait partie de la. Oui, Michel. Juste en fait, vous voyez, des fois, quand tu fais les cachériser. Quoi, il faut cachériser. Voilà, il faut cachériser. Du coup, en fait, il faut acheter une grille qui va être que pour le foie parce qu'en fait, elle va être tarif, la grille. Pour le foie, vous parlez? Oui. Ah ouais, Khazak. Voilà. Vous avez raison, pourquoi vous parlez du foie tout d'un coup là? Non, parce que. Parce que vous parlez de grille, et du coup,
et du coup, bah, ça m'a fait penser à ça. Parce Effectivement. Et parce pour que le... justement, j'en ai acheté, du coup, c'est un problème. J'ai acheté une grille spéciale, mais je me dis qu'il faut mettre de l'hélice sur toute la plaque. Mais vous avez aussi dit que la plaque, elle a aussi tarif. Du coup, en fait, il faut faire quoi? Du coup, il faut. Alors, c'est différent de l'huile, mais pour cachériser, effectivement, on considère que le foie, c'est que du sang. Et le foie, c'est la seule viande qu'on ne peut pas cachériser avec du sel. Toutes les autres viandes, on peut la cachériser avec du sel. Mais là, le foie étant totalement du sang, même la chair du foie étant du sang, ça ne marche pas le sel. Il faut le faire griller. Quand tu le fais griller, le sang qui coule, il est aussi taref. Quand tu fais des steaks et il y a du sang, tu peux le manger, c'est magnifique, c'est très bon. La Gemara appelle ça le gras de la viande, le caviar de la viande. Donc je répète, la graisse ou la sauce qui coule des autres barbecue, des autres viandes, il n'y a aucun problème, on peut la manger une fois que ça a déjà été cuit. Mais le sang du foie, eh bien c'est toujours tarif. Donc selon ce que vous dites, effectivement, l'endroit dans lequel ça va couler, c'est tarif. Alors là, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Il dit comme il y a des grilles, ou bien c'est considéré comme étant un ustensile qui est perforé, à ce moment-là, on considère que tout le sang taref, il a coulé, ou il a brûlé, et tout ce qui reste, c'est même permis. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est vrai pour les Ashkenazim. Le Rama, il dit il faut réserver des ustensiles pour pouvoir griller du foie. Comme ça, il dit le Rama, un siman, aïn gimel, le yoridéa. Mais Shulchan Aruch, il dit non. Comme il y avait un endroit dans lequel le sang aurait pu couler, donc moi je considère que tous mes ustensiles sont parfaitement... Non, mais on parle de la plaque, là où il y a le feu. La gazinière. La gazinière, le jus qui est tombé sur la gazinière, il est... Ouais, tout ce qui tombe dans un ustensile qui n'est pas ajouré, qui n'est pas perforé, alors tout ce qui tombe dedans, il est tarif. Donc tout ce qui est tombé sur la gazinière, c'est tarif. Ouais. Alors je fais quoi pour détarifer? La gazinière, vous avez dit, elle est déjà tarif. Verser de l'eau bouillante, de toute façon, on ne fait jamais du foie sur un feu directement parce que c'est... Ah ouais? Non, il faut faire attention là. Non, je me dis ici parce que c'est le cas. Ouais, ça peut arriver, d'accord. Dans ce cas-là, alors, la solution qu'on donne en général, on fait ça dans un four et on dit de mettre une barquette à lumière, après on la jette la barquette à lumière par exemple. Donc là, on met un ustensile qu'on sait quoi jeter. On met du papier aluminium, on met quelque chose pour recevoir. Sinon, c'est tarif. Après, il suffit de cachériser avec de l'eau bouillante. Ok, Arotaï, j'ai répondu, Chirel, j'ai répondu à la question? Oui, c'est bon. Ok, donc, pour les Ashkenazim, il y a besoin de réserver des ustensiles, que ce soit une grille, que ce soit un couteau, que ce soit une fourchette, parce qu'ils considèrent que l'endroit dans lequel je vais planter ma fourchette, ça va absorber du sang pas cachère. Et pour les Sfaradim, pour le Shulchan Aruch, je te dis là, à partir du moment où le sang il a où s'écouler, alors après, eh bien, je considère que tout la grille, la fourchette ou le couteau, eh bien... Sur la gazinière, on met la grille. Du coup, sur la grille, il y aura le sang qui va couler sur la grille. Donc moi, je mets de la luce sur toute la grille pour que le sang il touche pas la grille. D'accord, mais est-ce qu'après le sang il a où s'écouler finalement ou pas? Bah oui, il a coulé sur la grille. L'aluminium, c'est pas écroulé. Moi, j'ai besoin d'un endroit qui a. J'ai besoin d'un ustensile ajouré, c'est-à-dire perforé pour que ça puisse couler. On a une grille ajourée, perforée. Cette grille-là, on met tous les foies dedans. D'accord. On allume le feu sur la gazinière. Magnifique. Et sur la gazinière, on pose la grille. Et ça coule où, le sang? Et le sang, il coule sur le gaz. Sur la gazinière. Ouais. Alors la gazinière, comme je dit à Roman, elle a une taref. Voilà, donc du coup, il faut mettre de l'alu sur toute la gazinière. Ah voilà, si vous mettez là-bas de l'aluminium, effectivement, donc après vous jetez l'aluminium, donc l'aluminium devient taref, il faut le jeter. Magnifique, ça c'est bon. Il n'y a pas besoin de réserver d'une grille ou des fourchettes ou des couteaux pour le foie. Ok, et ça réchauffer, voilà, juste pour on met juste de l'eau chaude après. Ouais, si ça coulait dessus directement, on met de l'eau chaude pour cacher. Alors, on a dit comme ça que donc, première raison on a donné deux raisons pour lesquelles un converti n'aurait pas besoin de tremper ses ustensiles. Première, c'est que quand il trempe, eh bien, il va conférer sa doucha à tous ses ustensiles. Deuxième, c'est que tout, à partir du moment où un guerre ou un converti se trempe au migvé, eh bien, on considère que tous ces ustensiles sont efker, sont abandonnés, et comme c'est efker, il n'y a pas besoin de tremper. Selon un strict loi, il faut savoir une personne qui se convertit à Betaï, il s'est converti. Selon un strict loi, je pourrais venir et en sortant du migvé, je peux m'accaparer, m'approprier ces ustensiles. Théoriquement, parce que c'est comme si c'était abandonné. Là, on ne fait pas ça parce que c'est pas moral et puis c'est interdit, mais finalement, on aurait pu le faire théoriquement. En conclusion, un converti qui se montre plus rigoureux et trempe ses ustensiles sera dit de louange, mais il faudra faire sans bracha parce que Minadine, tu n'as pas besoin de tremper. C'est clair, Rotaï? Donc, sur la stricte loi, tu n'as pas besoin de tremper les ustensiles de converti. Et si tu es marmire, d'accord, c'est mieux de se tourner. Il vient de se convertir, on a commencé à faire des misotes. Laisse-le s'habituer à faire la misote. Donc, il a qu'à tremper ses ustensiles sans
beracha sans bénédiction. C'est clair, Botaï, pour tout Ça le veut monde? dire que quand il se trompe au mikvé, c'est ce qu'il devait faire. Première raison. Et Non, deuxième raison? FKR là. FK, fais bien. Mais comment ça, ça doit devenir FKR vu qu'on a dit que c'est comme ça qu'il est rempli Kadosh, donc ils sont à lui. C'est deux raisons qui sont. C'est différent. Ouais, c'est deux raisons distinctes. Elles ne se complètent pas les deux raisons. C'est deux raisons pour lesquelles on est plus rempli. Après, il est réacquéri. Ouais, à partir du moment où il rentre à la maison, il le reprend, il l'élève, mais moi je dis, à un moment où il s'est trempé au mikvé, c'est comme si c'était abandonné, donc alors les autres sont abandonnés trempés. Et tu dis, mais alors, c'est ce que j'avais dit, enfin, je veux dire, tout à l'heure, vous avez dit que si on trouve des objets perdus comme ça, ils sont FK, donc on a le droit de les utiliser une fois, mais on a le droit aussi de les acquérir complètement, vu qu'ils sont FK. Dans ce cas, Bien sûr qu'on a le droit d'en faire l'acquisition. Si vous faites l'acquisition, vous avez besoin de le tremper. Parce que si vous l'utilisez sans faire l'acquisition, des fois j'emprunte quelque chose sans. Je prends un stylo, j'écris quelque chose, j'ai fait l'acquisition du stylo ou pas? Ah non, je suis pas. Même s'il était abandonné, j'ai pas envie de le prendre. Je vais juste écrire un numéro de téléphone, je le laisse là. C'est pas chaque chose qui est abandonnée que j'en fais l'acquisition, on est bien d'accord. Mais c'est la même chose avec le converti. S'il reste FK, il n'a pas besoin de lui tremper. S'il reprend l'acquisition, il trempe. C'est pareil. S'il reste FK, oui, vous avez raison. S'il reste FK, j'ai jamais besoin de tremper un ustensile qui soit d'un converti ou pas. Simplement le chidouche d'un converti, c'est qu'au moment où il se trempe, tous ces ustensiles deviennent FK. Tous ces ustensiles. Il n'a pas d'acquisition à ce moment-là. Donc comme il n'a aucune acquisition, on a besoin de le tremper. C'est clair, Botaï? Juste, c'est pour. Je reviens. Ah, ouais, juste pour celui qui s'est converti, vous avez dit ces ustensiles là, il n'a plus besoin de les tremper, ok. Mais ces ustensiles, s'ils ont touché du pacachère, tout ça, c'est. Ouais, cachériser, il faut cachériser. Ah, c'est bolog, il faut tout cachériser par le feu. Ah, d'accord. Bolog, la manière dont on l'a utilisé, on va devoir le cachériser. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, on apprend une fois que tout est cachère, la version d'ustensile. Une fois que c'est cachère, il faut le tremper aussi au mikvé. On devient un Merchadesh, que chez un converti, il n'y a pas besoin de le tremper. Mais je ne sais pas pourquoi ça devient FK. Parce que dans les lois pas dans les lois financières de la Torah, on considère que tous les nechassim d'un guerre sont FK. Comme ça, c'est un din en soi-même. C'est la Torah qui elle lui a retiré. C'est un nouvel homme maintenant, c'est plus la même personne, c'est comme un enfant. Un tinoc, il a quelque chose dans la main. Ça lui appartient, ça lui appartient pas. Ça appartient à ses parents, à ses grands-parents, ça ne lui appartient pas à lui. Il n'y a pas d'acquisition chez un enfant. Donc un converti qui vient de se convertir, c'est comme s'il s'est converti hier, c'est comme s'il avait un jour aujourd'hui. Il n'a pas d'acquisition, il n'a pas de propriété, on est bien d'accord? Ouais. Pour l'essentiel, la qui provient d'Israël, d'accord? Alors, on considère que tout ustensile qui a été fabriqué par un artisan juif n'a pas besoin d'être trempé. Pourquoi, Tamar? Pourquoi pas besoin de tremper? Pourquoi pas besoin de tremper l'ustensile? Quoi? Je sais pas compris. C'est un juif qui l'a fait, du coup il n'y a pas de. Voilà, c'est seulement quand il a été fabriqué par un goy ou il a appartenu à un juif et il a appartenu à un goy, d'accord, qu'on a besoin de tremper. Il faut savoir à Botaï que donc selon ça, tous les ustensiles qui sont manufacturés en Israël, on n'aura pas besoin de les tremper. Ouais. À partir du moment où la manufacture elle est fabriquée par un juif. Mais vous avez dit qu'il y Si, non. Simplement à Botaï, de nos jours, Ah, c'est ce que vous avez dit. la grande majorité, c'est pour pas dire la quasi-totalité des ustensiles qui sont vendus en Israël, d'accord, ne sont pas fabriqués en Israël. Ils sont fabriqués en Asie, en Chine. En Chine, ça ne coûte rien du tout. D'accord? Et là-bas, effectivement, c'est un goy, donc tu as besoin de tromper. Ah, putain, il y a écrit Made in Israël. Naomi, il a écrit Made in Israël sur le kos qui douche. Il dit c'est bon, pas besoin de tremper. Il dit il faut savoir que selon la loi législative, pour pouvoir mettre Made in Israël, il suffit que tu fasses la dernière couche en Israël, le dernier point, le dernier maquet bapatiche. Par exemple, juste tu viens, tu mets un coup de peinture, tu viens juste mettre un ornement, d'accord? Ouais, la cerise sur le gâteau. Exactement. Il y en a qui disent, il y en a qui sont plus maquillés, encore ça, d'accord? Ouais. Ils mettent juste l'étiquette Made in Israël. Ils disent voilà, j'ai fait la dernière couche en Israël. Même ça, selon la loi, tu peux dire que c'est considéré comme fabriqué en Israël. Pourquoi il faut ça? Parce que quand c'est fabriqué en Israël, eh bien, tu payes moins de taxes, tu payes pas d'importation et ainsi de suite. Donc les gens ils sont intéressés, et les manufactures sont intéressés à faire des ustensiles Made in Israël. Mais il faut savoir que c'est pas vrai. Quand il y a écrit Made in Israël, ouais, c'est pas écrit en Israël, c'est pas vrai. Rien, il n'y a aucune manufacture en Israël. Aucune. J'ai vérifié. Il y avait à Yoknoam, dans le nord d'Israël, il y avait là-bas une usine qui s'appelait Sultam. Ça s'appelle Sultam, d'accord? Il faisait des grandes marmites comme ça, de grande qualité.
Et après, ben, il s'avère qu'en fait, ils font tout maintenant en Turquie, ils font plus rien ici. Même quand il y a écrit Made in Israël, c'est écrit en hébreu et tout, hein. Ça vaut pas le coup en Israël, il y a tellement de charges, ça vaut pas le coup, donc ils vont souvent dans le monde entier, c'est comme ça d'ailleurs, ils vont sous-traiter, il y en a qui font ça en Afrique, il y en a qui font ça en Chine, il y en a qui font ça, d'accord, dans tous les pays comme ça, et de cette manière, il faut savoir que tout ce qui est fabriqué en Israël, même si c'est écrit Made in Israël, tu vas quand même le tremper, d'accord, tu vas quand même le tremper. La seule exception, c'est quoi, Tamar? C'est quoi l'exception? Si on achète c'est quand c'est fait. C'est fait à la main. Quand c'est handmade. Comment on dit en anglais? Handmade. Voilà. Quand c'est fait à la main. Quand c'est fait à la main, alors effectivement, c'est sûr, c'est un juif qui l'a fait. Hatzor Film, c'est lui-même qui est venu, qui l'a forgé, qui l'a fabriqué. Là, c'est pas la main, ou bien une culture, ou je ne sais quoi, ou un vase. Enfin, il n'y a pas besoin de le tromper. Parce que c'est fait à la main. Mais sinon, dès que c'est manufacturé, tu as besoin de le tremper. Simplement, c'est ce qui se passe si maintenant en Chine, le goy, le chinois ne travaille que pour moi. L'usine m'appartient en réalité. C'est-à-dire, je vais le voir, j'ai tellement de commandes que je ne laisse pas faire d'autres productions. Il travaille que pour moi. À ce moment-là, on a effectivement dans ce cas-là, le goy est considéré comme étant le chaliard du juif, donc peut-être que c'est comme celui du juif, mais comme on ne sait pas en réalité dans quelle usine appartient un juif et quelle usine n'appartient pas à des juifs, et que la grande majorité des usines en Chine n'appartiennent pas à des juifs, alors on trempera tous les ustensiles Made in Israël sans bracha. C'est clair pourquoi à ou pas? C'est clair pour tout le monde? Ouais. Non, parce que très souvent on dit non, on ne fait pas la bracha. Là je vous donne la raison pourquoi on ne fait pas la bracha. Parce que normalement, c'est fabriqué en route arrête, et c'est juste le juif qui commande, et après, ça s'appelle un commanditaire. D'accord? À partir du moment où il va tremper, il va le construire, il le construit que pour moi. Simplement, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe si maintenant il va faire un verre de kidouche? Il a écrit à l'envers, Boré Perek Geffen, le chinois, pour lui c'est du chinois, l'hébreu. Ouais? Alors, il a écrit à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Je peux lui dire, écoute, tu reprends tes 10 000 verres, j'ai rien à faire avec. Et là, on peut les reprendre ou pas? On peut lui rendre ou pas? Bah non. Quoi, bah non? Là, on les a commandés. Vous avez rien à faire? Oui, mais il s'est trompé. Ah bah il s'est trompé, il recommence. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas considéré comme étant mon employé. Si c'était mon employé, comme on dit en mérite, j'ai perdu, la perte elle est pour moi. Mais si maintenant c'est un patron, je lui commande tel produit, il me le fait mal, j'ai le droit de lui exiger, de ne pas le payer. Donc tu vois qu'en réalité on ne sait pas exactement dans quel état d'esprit c'est fait quand c'est fait en Chine. Donc on le trempera quand même sans bracha. Parce qu'une fois de plus, on ne sait pas exactement si c'est une usine qui appartient à un juif, qui appartient à un goy, et même si elle appartient à un goy, peut-être que le fait que pour moi. Donc c'est comme au général. Quand l'usine appartient à un goy, on fait avec bracha, simplement je suis en train de vous dire, sinon vous êtes une très grande producteur. Très grand producteur, et le goy travaille que pour moi. C'est-à-dire que maintenant tout ce qui sort de l'usine, ça m'appartient. Alors c'est vrai que l'usine appartient à un goy, mais peut-être que c'est mon chaliar. Chaliar Shadam Kouto. Quand moi, dans mon usine en Israël, je fais des ustensiles ici, j'ai que des employés arabes. La main-d'œuvre arabe, elle coûte le tiers dans la main-d'œuvre juive. Et maintenant, il travaille que pour moi, ce goy. Alors, je considère que ça m'appartient quand même. C'est pas parce qu'un goy travaille chez moi que ça ne m'appartient pas. Dès que ça appartient à un juif. Là, c'est la même chose. Quand tu es à l'usine, on ne sait pas dans quelles circonstances il lui demande et dans quelle proportion. Et donc, les maskanas, on demandera de tremper, on essaiera de tremper tous les ustensiles de l'Israël, mais sans bracha. Parce qu'une fois de plus, on ne sait pas dans quel état d'esprit ça a été fabriqué en Chine, si ça n'appartient que aux juifs, si là, ils ont une chute à foutre, ils sont associés, ou bien si c'est juste un commanditaire. Et donc dans ce cas-là, à Rotaï, eh bien, on trempera sans bracha. Pour finir, l'ustensile après Pessah à Rotaï, après Pessah, donc ça pourrait bientôt de Pessah, et il y a dans le contrat de vente, Chabad en France, il y a écrit « Je vends tout au goy », ainsi que les ustensiles qui sont dans ma maison. Parce qu'il y a du Hametz, d'accord? Et donc je lui vends tout au goy. Toujours on dit qu'il faut le Hametz qu'il y a dans l'ustensile. Exact. Qu'est-ce qui se passe si maintenant dans le contrat, le truc de Chabad, j'ai vu, je leur ai fait la remarque, ils n'ont pas corrigé. Je leur ai dit, quand tu vends le ustensile à un goy, qu'est-ce qui se passe? Motza et Pessah. Tu dois faire Tu fais quoi avec Motza et Pessah? Ça appartient à un goy maintenant, il faut À partir du moment où il appartenait à un goy, même tu dis mais c'est que pour 7 jours, que pour 8 jours. Tu dis c'est pas vrai, ça lui appartient pas, c'est fictif. T'as le droit de dire que la vente de Pessah est fictif ou pas? Bah non. Parce que sinon ça bah non. Tu peux dire que la vente est fictive ou pas? Si tu dis ça, t'as été ouvert, ils sont de Horaïta, de Hametz, d'accord? D'appartenir du Hametz, ça t'a appartenu. Donc Chaz Veshalom de dire que là la vente est effective, la vente elle est vraie. Simplement, on va la concrétiser. Pour la concrétiser, le goy ne va pas remplir
la condition. Donc c'est pour ça qu'après je peux récupérer le Hametz, mais ça appartenait au goy totalement pendant Pessah. Donc si ça appartient au goy et que tu lui as vendu aussi les ustensiles, qu'est-ce qui se passe avec les ustensiles? Tamar? Mais il faut les retremper. Il faut les tremper. Donc il y a un problème, tout le monde fait C'est pour ça qu'il y a un véritable problème dans ce Noussar Rabat en France. C'est pour ça qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas écrit. Et si c'est écrit, il faut le barrer. Moi, il faut dire non, c'est assourd, le Rabbi il a dit je te parle à l'Alaha, non, je ne parle pas de Rabbi. Je te parle à l'Alaha, l'Alaha, tu n'as pas le droit de. Si tu le vends, tu dois le retremper avec bracha en plus. D'accord? En conclusion, on trempera sans bracha parce qu'on a quand même un doute. On ne sait pas s'il va venir à la maison ou s'il va faire une réquisition. Donc on le trempera, on sera obligé de le tremper sans bracha. Alors il faut écrire quoi? Il ne faut rien écrire, il faut écrire je vends le Hametz et même vendre le Hametz. Même le Hametz qui est à l'intérieur de la marmite, c'est des bêtises. Qui va t'acheter le Hametz qui est à l'intérieur de la marmite? Alors il faut faire quoi? Qui va te l'acheter? Combien ça coûte, Naomi? Le goût du Hametz qui se trouve à l'intérieur de ta marmite, combien ça coûte? Rien. C'est n'importe quoi de vendre ça, ça n'a aucune valeur financière. C'est ridicule. Hein? Mais le goy vous achète le Hametz. Il est mort? Non, c'est bon, lui. Mais il a acheté quand même. Oui, le goy vous a acheté le Hametz. Le Hametz que vous avez à la maison. Donc les clics, les cariotes et les pâtes. Et le whisky, magnifique. Simplement, le goût imbibé dans les parois, il n'a pas acheté. Il s'en fiche le goy de ça, il n'a pas besoin de lui. Qui va l'utiliser ce goût? Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur quantifiable, ça ne coûte rien. Vous avez fait une soupe, d'accord? Avec du shké des marac. D'accord? Et pendant Pessah, vous avez envie de vous faire une nouvelle soupe, mais non, vous allez goûter, vous allez mettre que de l'eau dedans pour pouvoir goûter le goût de shké des marac qui se trouve à l'intérieur de la truc. Mais ça sert à rien, ça n'a aucune valeur. Et si tu vends ton eau chaude ou ton eau chaude qui a été cuite dans cette marmite de Pessah, de Hametz, pardon, ça ne va pas augmenter la valeur, vous êtes d'accord? Ça n'a aucune valeur, ces trucs-là. Donc ça ne sert à rien de vendre le goût imbibé dans les paroles d'ustensiles. Et si tu veux quand même que ce soit écrit, parce que les gens ils ont l'habitude de faire ça, c'est une erreur, mais les gens ils le font, bah, pourquoi pas? Mais tu ne vends que le goût. En aucun cas tu vends l'ustensile. Quand tu vends l'ustensile, ça appartenu au goy, après Motsei et Pessah, donc t'as pas cette règle, en Pessah t'es déjà morte. En plus Motsei et Shabbat, donc t'es éreinté, t'en as marre, t'as des trucs de partout avec les produits acoustiques. Motsei et Pessah, tu fais la mimouna parce que t'es pas assez fatigué. Et donc le Motsei de la Motsei, tu dois aller maintenant au mikvé, tremper toute la vaisselle qui est dans la maison. Donc bonne chance. Qu'est-ce qu'il faut Donc, dire? bonjour, comme qui dit. Non, on dit. Donc quoi? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas tremper, il ne faut pas vendre ni les ustensiles. Alors vous faites comment? On ne vend pas les ustensiles, ici on barre, on change de rabbanout. On peut dire. Oui, mais on vend l'endroit. On vend le Hametz et l'endroit, l'accès pour qu'il puisse y accéder le goy. Ça oui, on peut l'accès, on peut le vendre. Oui, on vend pas les Pour qu'il ustensiles, puisse on y vend arriver. le placard dans lequel il y a les Ouais, ustensiles. c'est pas de problème, ça oui. Alors, Tu puisses y rentrer. Mais on ne vend pas l'ustensile. Ah. Je vous dis, dans le moussard de vente rabat, il y a écrit je vends le Hametz ainsi que l'ustensile. C'est pas vrai. Les ustensiles sont à vous. Et le goy a le droit de les utiliser pour faire le Hametz qui vous appartient à vous. Mais lui. Ça, il faut jamais. Hein. C'est sûr qu'il le faut. Il n'utilise jamais. Les ustensiles n'appartiennent pas au goy, les ustensiles vous appartiennent à vous. Mais c'est normal. Non, vous vendez le Hametz, pas l'ustensile. Vous vendez que le Hametz. Vous venez de dire qu'on ne devait pas vendre de Hametz parce que ça veut rien dire, c'est pas quantifiable. Le Hametz qu'on peut constater, il faut le vendre. Mais celui qui est rentré dans la marmite. Voilà, le Hametz, le goût imbibé dans la marmite, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun sens. On fait quoi avec ces goûts alors? Mais je vous dis, il est annulé. Il est annulé pendant Shabbat, pendant Pessah. Ça s'appelle le Tam Nifgam. Après 24 heures, donc en plein Pessah, tu vas te faire une soupe. Le Tam dedans de Hametz, il est battel, il est annulé, il est comment dire, impropre à la consommation. D'accord? Il a perdu toute sa fraîcheur. Il est défraîchi. Ça s'appelle le Tam Nifgam. Donc il n'y a pas besoin de vendre ni les ustensiles, ni le goût qui est absorbé dans les marmites. Et si tu veux vendre le goût dans une grande chassida, parce que ça coûte une demi agoura, un demi centime, alors fais-le, mais ne vends que le goût imbibé et en aucun cas l'ustensile. Si tu vends l'ustensile, tu dois te retremper Motsei et Pessah. C'est clair pour tout le monde en bataille? Ouais, merci.